9h05. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Vous êtes l'un des ténors de la gastronomie française, 3 étoiles au Michelin depuis 2007, mais vous n'êtes pas là pour ça ce matin. Depuis un an, depuis ce tragique 8 mai 2022, votre nom est associé à un drame épouvantable, la mort de votre fils Antoine. Antoine Aleno, 24 ans. 24 ans lui aussi. Victime d'un chauffard, ivre et sous l'emprise de stupéfiants, qui n'avait plus de permis, il faut le rappeler aussi, et qui venait de voler la voiture impliquée dans l'accident. On vous a entendu à plusieurs reprises depuis ce drame, monter au créneau, comme on dit, pour essayer de sensibiliser, venir en aide à ceux qui restent, comme on dit. Mais aujourd'hui, quand vous entendez là ce qui s'est passé à Roubaix, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dimanche matin en entendant cette tragédie? On revient un an en arrière, quoi. C'est un peu le même cas de figure. Moi, je considère que ce genre de situations sont aussi dramatiques que des attentats. Quoi. C'est des scènes horribles, en fait, que l'on a devant nos yeux. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Évidemment, vous revenez toujours dans votre personnel, votre vie et votre expérience, et vous vous dites que, mon Dieu, mais il faudrait que ça s'arrête un jour, quoi, parce que c'est 708 gamins qui partent tous les ans en France. Alors, au-delà des 708 gamins, c'est des familles qui sont détruites. Vous parlez des enfants de Avenir et de ces jeunes policiers qui sont là et qui vont se retrouver avec une vie complètement fracassée parce que voilà, il y en a un qui a décidé un jour de prendre de l'alcool, qui a décidé un jour de prendre de la drogue et qui a décidé un jour de prendre sa voiture. Donc on est catastrophé. Enfin 708 tous les ans. C'est si vous ramenez ça sur un peu l'effet du Bataclan, sur 10 ans, vous remplissez un zénith, quoi, de gamins qui ne voulaient qu'une seule chose, c'est de continuer à vivre avec leur famille. C'est pas un hasard d'ailleurs si vous utilisez le terme d'attentat, parce qu'en fait, lorsque vous êtes arrivé sur les lieux du drame pour Antoine, la scène que vous avez découverte, c'est une scène d'attentat en quelque sorte, avec les secours. C'est ça que vous voulez dire aussi? Ouais, des amas, du sang, enfin ce qu'on a vu encore chez les policiers. Enfin c'est ça. Ouais. Mais globalement, ça nous conduit à réfléchir à transformer la législation, d'avoir finalement une infraction autonome d'un homicide routier, et c'est ce qu'on essaie, et toutes les familles demandent ça. Alors, on va y venir si vous le voulez bien, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans votre démarche, dans votre parcours, j'allais dire, c'est que vous avez dénoncé dans un premier temps l'absence de prise en charge de ceux qui restent. Vous avez parlé de déshumanisation dans ces moments si douloureux. Vous avez raconté, en fait, comment on vous a reçu, entre deux portes, un siège défoncé. On vous dit voilà, votre fils est décédé. Ça a été, j'allais dire, la première phase comme de sidération en quelque sorte. Alors pour nous, encore une fois, c'est rien par rapport à ce que j'ai entendu depuis. C'est-à-dire les témoignages que vous avez depuis votre histoire sont presque pires. On a créé l'association Antoine Aleno pour venir en aide aux co-victimes. Et moi, je pense qu'il faut retenir ce mot de co-victime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule victime qui s'arrête de vivre au volant d'une voiture ou d'un scooter. Derrière ça, c'est de prendre en considération. C'est pour ça que le parallèle avec les attentats est important. C'est-à-dire que quand un attentat arrive, une chaîne se met en place d'avocats, de psychologues, de prise en charge, etc., que n'ont pas aujourd'hui les gens dans cette situation. Et c'est un drame parce qu'on se retrouve dans des situations de désastre absolu pour l'avenir de ces gamins qui restent, en fait. C'est pour ça que ceux qui restent, c'est important de les considérer pour que nous faisions attention à eux, en fait. Parce que les vraies victimes, c'est pas la personne qui crée un dégât, attention, c'est les gens qui restent. Donc souvent, on donne tout aux gens qui font des méfaits. Alors eux, ils ont le droit à tout, l'avocat, le psychologue, le docteur, tout, se mettent en place. Et les gens qui restent n'ont rien. C'est aucune considération. Donc il est temps, je crois, de faire en sorte que la parité. Moi, j'ai été élevé sous les. Voilà, j'adore mon pays, je suis français, la France m'a donné beaucoup de choses, le chef que je suis, l'éducation que j'ai, voilà. Et puis, j'ai été élevé sous ce principe d'égalité qui me semble très important. Donc, soyons dans ce principe d'égalité, donnons autant aux victimes que ceux qui font les choses. Mais d'une façon plus générale, depuis dimanche, le débat est relancé en France sur ce sentiment qu'au fond la justice n'est pas assez sévère avec les chauffards. Surtout ceux qui sont sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.
vous aussi, vous avez fait ce constat et vous faites des propositions. Vous faites une proposition importante. Vous dites qu'il faut créer un délit d'homicide routier. Expliquez-nous ce que ça peut changer. Alors, un homicide routier, c'est quoi? C'est un individu qui consomme de la drogue et de l'alcool au-delà des seuils autorisés par la loi. Donc là, jusqu'à présent, personne ne les a forcés à se droguer ni à boire. D'accord? Ensuite, ce même individu rentre dans son véhicule. Personne ne le force à rentrer dans son véhicule. Ensuite, cet individu tourne la clé de son véhicule et démarre. Personne ne le force à partir. Et puis, sous l'emprise de stupéfiants, voilà, il tape quelqu'un et il le tue. Et moi, je suis désolé, à partir du moment où on est décisionnaire de se dire on n'est pas dans le cas de figure de quelqu'un qui est ébloui par le soleil, quoi. On soit bien d'accord. Donc vous dites que la qualification qui est retenue aujourd'hui, qui est homicide involontaire pour ce genre de cas, pour les policiers, en fait, ne correspond pas à la réalité. Non. Vous dites le fait d'être involontaire, ça ne marche pas. Non. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acte. Il y a une action qui est commise. Il y a une action volontaire depuis le début de l'action. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, on travaille. Je trouve que ça va dans le bon sens. On a travaillé. Il n'y a même pas de frein, je dirais, constitutionnel pour faire passer cette loi. D'accord, on a travaillé avec Didier Rebut et un avocat spécialisé, Cornet Gentil, qui lui dit, eux disent, ce sont des experts, il n'y a pas de frein constitutionnel à le faire. Et ça fait des années et des années que cette infraction est réclamée par les familles des victimes. Donc, je crois qu'encore une fois, le déplacement d'Emmanuel Macron démontre la prise de conscience des pouvoirs publics sur les violences routières. C'est bien qu'il le fasse. Maintenant, je pense que la prise de conscience, il faut passer à l'acte. Alors, Gérald Darmanin avait déclaré il y a quelques semaines, c'était en février, qu'il était favorable à cet homicide routier. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Il y a une proposition de loi qui a été rédigée par un parlementaire. Exactement. M. Pauget a déposé un projet de loi, qui est déposé, qui va être déposé. Et en tout cas, je pense que voilà, il faut que. Mais même, c'est donner aussi l'occasion aux juges d'avoir des outils supplémentaires pour faire bien leur travail. Ça va pas dans le mauvais sens des choses. On va rappeler que si vous êtes impliqué dans un accident mortel après avoir conduit sous stupéfiant, vous risquez déjà jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Oui, le problème, c'est que les peines... Non mais d'accord, mais écoutez-moi, vous entendre dire que votre enfant est mort d'un acte involontaire, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Comment voulez-vous que les familles se reconstruisent? Moi, je veux bien entendre tout ce que vous dites. Mais en attendant... C'est le code pénal. D'accord, mais très bien. C'est le code pénal, parfait. Okay, écoutons juste les gens qui restent. Demandez-leur ce qu'ils veulent. D'accord, voyons ce qu'ils vivent. D'accord, ça changera tout le statut. Et même, je vais vous dire un truc. Ce qui existe et ce qui existera demain. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi une vertu pédagogique. Parce que quand un enfant passe son permis et que vous allez lui expliquer, écoute, fais attention à ce que tu fais. Parce que ça, on sort. C'est facile de dire, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. On est compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'avenir des autres qui vont arriver, je pense qu'il faut changer de mots, dire les choses, prendre des actes, tout simplement. Enfin, la gamine de 6 ans, encore cette semaine. Hier, encore un policier sur un rond-point. 4 personnes sont mortes dimanche. C'est tous les jours. Donc, ce qui existe, très bien. Mais à un moment, la société évolue, les comportements évoluent, la responsabilisation doit évoluer avec. Et préparons l'avenir, quoi. Non, mais c'est trop tard. Il y a 2 problèmes, en réalité. D'abord, 1, il y a ce mot involontaire, qui vous est insupportable. Et 2, il y a le niveau des peines, qui, selon vous, n'est pas assez élevé. Parce qu'en fait, ces peines de 10 ans... Vous prenez perpète quand vous perdez un enfant. Ouais. Vous prenez perpète. Donc, il faut donner l'occasion aux familles de se reconstruire. Au-delà du fait que, enfin, il faut pas oublier que quand ça se passe dans l'homicide involontaire, vous êtes le jugement d'ailleurs, vous êtes partie civile, c'est-à-dire c'est les juges qui font, c'est l'État contre le criminel, c'est pas les familles contre le criminel, d'accord? Donc vous êtes jugé entre un voleur de foie gras, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir un peu de considération pour les individus? Attendez, expliquez-nous ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez au tribunal... Oui, enfin moi je suis pas allé, donc au milieu, vous voulez dire que c'est le cas de la mort... C'est un fait divers, c'est un fait de société. Ouais. Enfin, je veux dire... se retrouve au milieu de choses tout à fait... Ça fait 2 lignes dans les APQR, un enfant qui part. 2 lignes dans la PQR. Alors,
Enfin, je suis désolé, encore une fois, je répète, c'est 700 gamins qui partent par an. Enfin, ça peut concerner tout le monde. Ouais. Donc il est temps de faire changer ces choses-là, quoi. Je veux dire, et arrêtons de justifier, c'est la loi, c'est ceci, c'est cela. Je vous entends, madame, et maintenant, est-ce qu'on peut se dire, écoutez, réfléchissons ensemble, trouvons des solutions ensemble pour que plus jamais on essaye de diminuer ce taux d'incidence. Enfin, c'est juste impressionnant, quoi. Yannick, vous voyez ce que je veux dire ? Le chauffard qui est à l'origine de la mort d'Antoine a été remis en liberté. Il y a plusieurs semaines maintenant. Ouais, Comment est-ce que vous avez vécu cela ? Écoutez, j'ai vécu. Mon fils est dans une boîte. Je n'ai rien d'autre à dire. Il y a d'autres propositions qui sont faites pour essayer de réduire ces drames. C'est le cas d'Éric Ciotti, par exemple, qui dit qu'il faudrait annuler le permis en cas de contrôle positif aux stupéfiants. Premier contrôle, hop, on supprime le permis. Écoutez Éric Ciotti. Quand on prend un véhicule sous l'usage de stupéfiants, on utilise une arme par destination. Je crois qu'il faut engager un combat national contre la drogue. Il faut arrêter avec une forme de banalisation, de complaisance. Il faut en matière routière, proposition simple, ceux qui conduisent sous l'usage, sous l'emprise de stupéfiants doivent voir leur permis de conduire annulé. Totalement annulé, et qu'on ne puisse pas le repasser pendant une durée très longue. C'est ce qui se fait en Italie notamment. Ça aussi, c'est une bonne proposition pour vous ? Écoutez, il y a 800 000 personnes qui circulent aujourd'hui. Enfin, ça n'empêche pas... Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a des gens qui prennent des voitures sans permis. En tout cas, qui empruntent ou qui prennent leur voiture personnelle pour rouler sans permis, sans assurance. Voilà. Quand vous disiez tout à l'heure, hein. je précise aussi, c'est important pour tous ceux qui nous suivent, hein, quand vous évoquiez au fond ces affaires qui sont traitées entre le vol de foie gras, comme vous le disiez, en fait, vous ne voulez plus que ce soit un simple délit. C'est ça, en fait. Nous voulons, parce que, encore une fois, je vous répète, on est 700 tous les ans, donc vous multipliez ça par 15, et puis vous voyez un peu où on en est. Nous voulons, en fait, de la considération. Nous voulons que ces actes-là ne soient pas des simples faits divers. Perdre un enfant, que la nation perde un enfant, ce n'est pas un fait divers. Ouais. Vous pensez qu'on est plus sévère d'ailleurs sur la... En fait, on a peut-être raté une marche. On est devenu très sévère sur la vitesse, par exemple, pour ce qui concerne la sécurité routière. Les radars automatiques, etc. Ça a été efficace. Non, mais bien sûr, il y a eu des... Mais sur l'alcool et sur la drogue, on n'a pas encore compris. Il y a des grosses évolutions qui ont été faites. On passe de 15 000 morts à 3 000 par an. Hein. Je veux dire, les voitures aussi ont évolué, la sécurité passive a évolué. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi travailler dans ce sens-là, hein. Travailler dans le sens de la prévention et de mettre en place des futures voitures. Vous voyez, aujourd'hui, on peut voler. Vous prenez la clé quelque part, comme vous voulez, vous arrivez à voler une voiture. Aujourd'hui, on vous pique votre téléphone, vous êtes incapable de le démarrer si vous n'avez pas une technologie avancée, avec un simple regard ou une empreinte digitale. Donc il y a des choses à faire aussi dans ce sens-là, pour que les gens qui s'apprêtent à faire des méfaits ne soient pas c'est pas aisé de le faire, on va dire. Donc il y a aussi, tout est bon à prendre, tout est bon dans le sens aussi d'améliorer la situation, en fait, pour que la bridation automatique des voitures, par exemple. Regardez, aujourd'hui, on peut brider des trottinettes. Je veux dire, on est dans le basique du basique. Vous arrivez dans un parc, la trottinette est bridée à 15 km/h. Je crois qu'aujourd'hui, toute voiture étant équipée d'un GPS, je suppose qu'on doit pouvoir équiper les voitures de bridation automatique. L'autre fois, on s'est mis devant une école primaire. Les gens passent à 57 km/h devant la voiture en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a certainement aussi des réflexions à mener dans ce sens-là, de dire dans ces zones-là extrêmement sensibles, les voitures ne peuvent pas dépasser les 30 km/h autorisés, quoi. Ce qui veut dire que les dégâts seront moindres à 50 km/h. Vous vous arrêtez pas si un gamin traverse la route. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pas pour autant que... Voilà, donc il y a plein de choses à faire, je crois, aujourd'hui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui et la prise de conscience doit vraiment conduire à l'acte. C'est-à-dire maintenant, prenons des décisions pour faire améliorer la situation. Et moi, l'association que nous avons créée avec la famille d'Antoine, tout son entourage, c'est pour venir en aide psychologique aussi. Parce que quand vous perdez un enfant, vous n'avez le droit, c'est 80 € une visite psychologique. Il n'y a rien. D'accord ? Les enfants, les frères, les sœurs, il n'y a rien.
On ne peut pas les aider. Et moi, ce qui me terrifie, je le vois, depuis qu'il nous est arrivé ça, je le vois, on laisse ces enfants sans aide. Ça veut dire qu'ils ont perdu un frère, une sœur. Les familles sont généralement, les parents sont évidemment, on le comprend, concentrés, enfin, ils ne peuvent pas se sortir de cette douleur, c'est très dur. Et les enfants ont l'impression de dire, mais nous, on nous a volé notre frère, et puis en plus, on n'a plus de parents. Comment ça se passe pour aller à l'école? Comment ça se passe pour se reconstruire, pour dire qu'il va falloir qu'ils pensent à eux-mêmes et leur vie, quoi? Il faut les aider psychologiquement, il faut les accompagner, ces mômes. Et il faut accompagner les familles dans leur transport aussi, de dire, on a une maman qui est dans le sud de la France, son enfant est mort à Lille, d'accord? Elle a mis 4 jours à retrouver son enfant à l'Institut médico-légal. Redonnons un peu d'humanité à tout ce truc, s'il vous plaît. C'est ce qu'on demande, hein, on ne demande pas autre chose. Redonnons de l'humanité. Vous voyez votre enfant derrière une vitre à l'Institut médico-légal, c'est pas terrible. Des familles mettent 3 semaines à récupérer le corps de leur fille. Excusez-moi, est-ce que ça c'est humain? Non. Donc reprenons le truc au début en se disant que tout ça génère toute cette catastrophe humaine. Redonnons de l'humanité. Coluche disait, c'est pas normal qu'en France, dans le pays de la bouffe, on ait faim. Eh ben c'est pas normal, je m'excuse, que dans le pays des droits de l'homme, on en soit là aujourd'hui. Donc faisons quelque chose. Et vous? Comment ça va? Je me bats. C'est devenu votre raison d'être? Non, j'ai une famille, j'ai mon fils. Non, je me bats. Votre métier? Je suis là pour lui. Mais tout ça n'a plus le même goût. J'ai eu un legs, je m'en occupe. C'est vrai? Vous le vivez comme ça? Ouais. Comme une sorte d'héritage, au fond? Une façon de poursuivre? Bah écoutez, si c'est moi qui dois prendre la parole parce que j'ai reçu tant de notoriété, je le fais. Je le fais parce que derrière moi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on entende ça. Voilà. Merci beaucoup, Yannick Alléno. On a bien entendu votre message. J'ai retenu aussi la notion de co-victime, s'il vous plaît, que vous voulez défendre. Et puis, cette loi qui verra le jour peut-être prochainement, donc pour instaurer un délit d'homicide routier et enlever ce mot involontaire qui vous est insupportable. Merci beaucoup. Merci.